Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne où on va justement analyser un petit peu l'actualité des cryptos et ensuite on va faire un tour sur le BTC, voir ce qui s'est passé justement hier et ce qu'on peut attendre pour aujourd'hui. Alors au niveau des nouvelles, nous avons la législation qui est tombée au niveau des îles Marshall, donc qui reconnaissent les DAO comme étant une forme juridique. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a justement un cadre pour pouvoir créer justement un DAO et pouvoir le faire évoluer. Je trouve ça excessivement intéressant parce que c'est un concept qui, le DAO, est essentiel dans une notion de décentralisation de communauté, et en l'occurrence, ça y est, on a une forme juridique qui reconnaît ça et qui offre justement des droits aux DAO. Autre point législation, nous avons l'Ukraine qui a légalisé la crypto-monnaie, en l'occurrence qui offre un cadre légal au niveau de la crypto. Donc ça y est, on commence à avoir une adhésion qui se fait au fur et à mesure, et les retardataires commencent à rattraper leur retard, et on a des innovations avec notamment les îles Marshall. Et globalement, ça montre qu'il y a une certaine reconnaissance mondiale où les gens se rendent compte tout compte fait, on ne peut pas faire sans les crypto-monnaies, on ne peut pas tout simplement le supprimer. Il y a eu d'ailleurs un politique qui a expliqué tout simplement que chercher à bannir les crypto-monnaies et les blockchains, c'était le même principe que de chercher à bannir Internet. Voilà, donc je trouve que l'idée est quand même bien retranscrite. Autre nouvelle, Axelar, donc gros projet dont je vous ai parlé la semaine dernière et depuis un certain temps sur le Discord, a été valorisé à 1 milliard, donc ça montre vraiment le potentiel de cet actif avec la private sale qui a été effectuée. Donc il va falloir vraiment suivre ce projet, étant donné que c'est vraiment un des piliers, je pense, ou une façon de fonctionner qui est très intéressante au niveau de l'interopérabilité. Et vous connaissez mon point de vue, 2022-2023, ça va être l'ère de l'interopérabilité entre les blockchains pour donner une cohésion à l'ensemble de l'écosystème. Alors, autre nouvelle importante, donc vous pouvez le noter, entre 16h et 17h, on n'a pas encore l'heure exacte, il y a la Fed qui va donner globalement son rapport sur la conduite de la politique monétaire et les développements et perspectives économiques pour l'avenir. Donc c'est quelque chose qui est légalement obligatoire, et en fonction du contenu, on pourrait avoir une réaction du prix qui soit chute, soit hausse, en fonction du contenu général de ce qu'on peut considérer. Donc là-dessus, il va falloir vraiment surveiller cette annonce de fin de journée pour voir comment on va goupiller cette fin de semaine, et ça donnera aussi une indication sur la possible tendance de reprise, donc c'est-à-dire lundi, sur lequel on pourrait voir justement quelque chose qui va s'effectuer. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va passer tout simplement à la mise en place de ce qui s'est passé hier. Petit rappel, donc là je suis sur le contrat à terme Bitcoin CME, parce qu'on avait un gap, et on va regarder justement ça, mais petit rappel de là où on en est. Nous avons une vague 1, une vague 2, suivie d'une vague 3 qui s'est terminée en avril 2021, et nous avons un retracement de la vague 4, et nous sommes dans cette vague 4 à l'heure actuelle, avec A, B, C, et nous avons fait un A qui est égal à un C ici pour l'instant, et globalement, on peut considérer que au-dessus nous avons une extension et qu'on peut attendre une extension en bas, surtout qu'il y a un gap important à aller chercher, une poche de liquidité en dessous des 29 qui nous appelle, donc on a une concordance d'événements qui nous dit que possiblement on pourrait descendre. Une descente qui se fait en 1, 2, 3, 4, et là on attend la cinquième. Alors on peut me dire qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5 et que la 5 est terminée. Moi, en l'occurrence, je considère que là, nous n'avons pas un arrêt. Le véritable arrêt de tendance se trouve ici, avec une véritable remontée qui s'est effectuée là. Donc là, on a vraiment, pour moi, la 2 qui s'est effectuée. Après, c'est une schématique que j'ai en tête depuis un certain temps. Et tant que je n'ai pas d'invalidation, petit rappel, l'invalidation pour ma planification, c'est les 52 000. Et de toute façon, dans tous les cas, on ne trade pas tout simplement ce en quoi on croit, en tout cas au niveau du price action. On trade justement exactement ce qu'il y a sur les graphiques, et donc ce que l'on voit, ce que l'on analyse, et on se réajuste au fur et à mesure, c'est
ça être un bon trader aussi là-dessus et un bon investisseur. Alors, au niveau de cette schématique, on voit qu'on est allé chercher le gap en bas, on a même fait un extend qui s'est effectué là. Donc là, on a vraiment comblé directement ce qui avait été effectué. On l'avait plus ou moins annoncé hier qu'on allait chercher cette zone-là. On voit qu'on est allé chercher pile poil la zone qui a été montrée, je vais vous le montrer justement dans quelques instants. Hop, on switch. Hop, on repasse en 1 heure pour montrer un petit peu la schématique qu'on s'était effectuée. Voilà, je vous avais dit que notamment l'extension de 1 de cette première impulsion baissière se trouvait au 40 500. J'avais noté le saut pile poil à cet endroit-là et je vous avais dit qu'il y avait une zone en plus intéressante qui était là, sur laquelle on allait avoir une réaction. Ce qui s'est passé, on s'est posé exactement dessus. Ça, c'est intéressant de le noter, c'est qu'il y a eu énormément de liquidation qui s'est effectuée. Donc la problématique d'hier que je vous avais dit, où le marché manque de liquidité, il commence à en créer. La preuve, on a créé une zone d'accumulation avec de résistance et de la liquidité en bas. On a les personnes qui sont rentrées en position. On a liquidé ces personnes-là actuellement. La liquidation, hop, on va regarder un petit peu. Au niveau de la liquidation, on a liquidé quand même 300 millions. Là. Alors c'est une petite liquidation, mais il faut vous dire que là, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus en mode FOMO sur les marchés, donc il y a déjà beaucoup moins de liquidités qui se trouvent sur le marché. Donc déjà, avoir une liquidation de 300 millions dans l'état actuel, c'est déjà très très intéressant. Alors, au niveau des indicateurs, que je vous suis un petit peu quand il y a des gros changements, forcément on passe de 51 à 30, et on voit quand même qu'on est repassé dans la peur. D'accord, donc on n'est pas encore dans l'extrême peur, mais en l'occurrence on est repassé dans la peur, on a eu une injection de liquidité extérieure, hop, on repasse dans la peur pour pouvoir décourager les personnes et pouvoir récupérer la liquidité. On a fait une liquidation, donc il y a une capitulation qui s'est effectuée et on se retrouve justement dans une schématique générale. Alors, on repasse en 1 heure pour continuer justement l'analyse, et là ça va être la grande question. La grande question de est-ce que on a une schématique Elliotiste qui s'effectue de la façon suivante. Une fois que j'ai retrouvé, hop, il est là, mon pinceau. Est-ce qu'on a un BCARST saut LPSI descente, d'accord, donc il y a une schématique de distribution qui se fait au niveau de Wyckoff. À savoir que le LPSI serait peut-être même dans cette zone-là, au niveau de la R, une schématique qui se ferait ici, donc avec un LPSI qui se fait là, et ensuite une descente effectuée. Ou est-ce que on va aller chercher de la liquidité en haut, en allant chercher notamment la liquidité du BC en faisant un UT. Là actuellement, c'est la grosse question. On voit que on a le 1,618 qui se retrouve là, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est, mais en l'occurrence on a quand même une schématique qui m'indique potentiellement que on va aller soit vers le haut, soit vers le bas au niveau de cette schématique. Si on va vers le haut, on va aller chercher le 1,618. Pourquoi? Parce que, alors, hop, on va refaire l'inclinaison, hop, la prolongation qu'on avait effectuée au début de la première impulsion haussière. Et on voit qu'on a justement le niveau des 47 000 qui est important, avec une poche de liquidité qui se trouve là. Ici, c'est tout simplement une zone de retracement sur cette impulsion baissière. Et on voit que cette impulsion baissière, derrière, en découverte, on se retrouve à un 618 là. Bon, c'est pas forcément le but de cette schématique-là. Je la laisse toujours activée parce que ça m'intéresse toujours de voir des concordances. Mais là, si on retrouve... En fait, il y a des zones qui sont intéressantes. Voilà, on va tout noter et on va décortiquer tout. Donc on a une première zone, on a un point of interest qui se trouve au-dessus du 618 de cette chute, d'accord. Donc là on est sur le retracement de Fibonacci de cette impulsion baissière. On a un order block qui se trouve ici, on a un second order block qui se trouve ici, avec une liquidité forte juste au-dessus, donc au niveau du 786. Donc là on a deux zones de réaction fortes. Après, néanmoins, moi il y a quelque chose qui me titille, c'est j'ai ce niveau qui est essentiel pour moi. Je considère qu'il y a les 41 700, qui est une zone de réjection forte. On va retirer la liquidité là. Donc je pense que on peut avoir une schématique qui se fait de cette façon-là. Qui va se faire BC, AR, ST,
saut, LPC, chute. D'accord? Donc on valide en fait une distribution en cric descendant. Donc là en l'occurrence on a une belle schématique de Wyckoff qui est en plus assez rare d'ordre général, c'est quelque chose qui se produit assez rarement, donc on pourrait avoir justement cette belle schématique qui se fait, plutôt que d'avoir justement un UT qui vient chercher les 47 000. Après, en étant totalement franc, en termes de probabilité pure, il est possible d'aller chercher de la liquidité au niveau de BC1. Là, il faut vous dire qu'il y a un gros pack de liquidités de sellers qui ont été renforcés, de ceux qui ont été très agressifs sur le BC et ceux qui ont renforcé leur position au niveau du SC ou qui sont rentrés au niveau du ST, parce qu'en l'occurrence c'était une très belle entrée pour du sell en smart money, et donc du coup, là on a une grosse poche de liquidité qui se trouve au-dessus du BC1. Donc ça, faut le garder en tête, que là-dessus on peut avoir cette schématique là. Au niveau de la schématique globale, on est vraiment dans une redistribution qui est en train de se faire. On a une accumulation là, on a une belle distribution qui est en train de se terminer ici. Donc du coup, pour moi ça confirme mon biais baissier, qu'en l'occurrence on va aller chercher des plus bas, et que pour moi le prochain arrêt en effet c'est les 38 000. Après on a cette zone de réaction aux 36 400, et ensuite il y a la poche de liquidité en dessous, tout simplement une fois qu'on va chercher le SC, cet arrêt d'impulsion baissière, pour aller justement casser ça. Et si on casse ça, par contre, vous savez un petit peu ce qui se passe, on descend, et on descend sur les 29 000, d'accord? Au moins à minima, pour pouvoir structurer ça. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du RSI? Alors au niveau du RSI, on voit que on va s'agrandir un petit peu, pour ceux qui sont sur téléphone, histoire justement de bien tout voir. Alors, au niveau du RSI, je vous avais montré notamment que on avait une grosse divergence qui était en place ici, et que ça voulait dire qu'en l'occurrence on allait chuter. Bon, en l'occurrence ça s'est très bien fait ici dans cette schématique. Et on peut se poser la question de, est-ce que maintenant, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on travaille dessus, est-ce qu'il y a une divergence qui se fait aussi en daily? Parce que pour l'instant on n'avait pas grand chose qui se fait en daily, et d'ailleurs on va peut-être nettoyer un petit peu le graphique, histoire de voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc est-ce qu'on a une divergence? Là on n'a pas grand chose en fait, hein. On n'a pas de divergence qui est toujours actée, donc là pour l'instant on n'a pas forcément de signe en daily d'un potentiel changement de tout simplement caractère. Donc pour moi on est toujours dans une schématique baissière, hein. On va toujours ici on a le dernier top protégé, là on avait l'Indusman donc qui a été prise de liquidité, top protégé, grosse impulsion baissière où on nous indique justement une volonté du marché. Et donc là pour moi, en l'occurrence on va aller retester les deux niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure pour pouvoir aller travailler. Alors on va regarder un petit peu au niveau de l'Ishimoku, qu'est-ce que ça nous dit? Vous savez que j'aime bien regarder quand même là-dessus la schématique que l'on peut avoir. Alors on va regarder d'ailleurs Ishimoku de façon, on va aller regarder sur ce graphique là, et ensuite on va aller regarder sur un graphique institutionnel pour pouvoir justement voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc là au niveau du cours, on voit que on a eu justement un rejet, donc on n'a pas réussi à passer. On est en train d'arriver ici sur un niveau fort. On a encore de la place pour descendre. On n'a pas d'indication de toute façon, de tous les cas, haussière, de prise de position haussière sur des traders Ishimoku. Et donc là, ça nous confirme un petit peu que, bon, pour l'instant, il y a encore une partie d'incertitude. Ceux qui tradent Ishimoku sur ce graphique-là, en l'occurrence, n'ont pas d'entrée haussière et ne vont pas forcément reprendre là-dessus. Après, ce qui est normal, étant donné qu'Ishimoku est toujours généralement un tout petit peu en retard sur la classique. Enfin, en tout cas, sur ce qui peut se passer à l'heure actuelle. Alors, on est allé, hop, ici, sur tout simplement le contrat à terme. Étant donné que le contrat à terme n'a pas forcément n'a pas les mêmes jours de trading, on va avoir en fait forcément un Ishimoku qui est un petit peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que là on voit que on est dans une zone de rejet total du nuage. On a ici une libération qui s'est effectuée, d'accord? Donc on est passé en dessous du cours, donc on est libéré vers le bas, et on attend encore tout simplement ici un point clé. Mais on commence à avoir un setup pour ceux qui tradent Ishimoku sur le contrat à terme,
de continuité baissière. D'accord? Donc là, on peut avoir justement, joué sur le rebond, à partir du moment où on est bientôt dans une prise d'indication sur lequel on va pouvoir redescendre. Donc là, il va falloir vraiment surveiller entre, ce qui se passe au niveau du contrat à terme et ce qui se passe sur le cours normal. On n'oublie pas 16h-17h pour, une potentielle prise de volatilité sur lequel il va falloir vraiment sécuriser ses positions et qui pourrait justement donner un signal fort, haussier ou baissier, sur le début de la semaine prochaine pour pouvoir déterminer. L'autre point que j'ai oublié de vous dire, mais que je me rattrape, on recommence à avoir des mouvements au niveau du 25 février, au niveau de l'Open Interest. On voit qu'on est redescendu un petit peu à 41 000. Donc on commence vraiment à avoir potentiellement un renforcement de position. Donc on va surveiller ça de toute façon pour la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.